La vie peut être parfois brutale et les enquêtes peuvent durer toute une vie. Nous sommes le 21 juillet 1957. À bord d'une voiture, une Ford précisément des années 1949, 4 adolescents sortent de soirée. 2 garçons et 2 filles. Les garçons ont 16 ans et les filles ont 15 ans. Et ils décident de prolonger un peu plus la soirée en allant dans une Lover's Lane. Les Lover's Lane sont des rues spécifiques aux États-Unis où on peut se garer à l'abri des regards indiscrets et en couple faire ce qu'on a à faire. Et c'est ce que les 4 adolescents décident de faire. Ils se garent près d'une rue sombre et étroite près de la commune de Hawthorne en Californie. À leur droite, un champ de pétrole et à leur gauche, un bois. Il est 3 h du matin et il fait très sombre. Ils commencent à peine ce qu'ils ont à faire quand une ombre apparaît, surgit de nulle part et commence à s'approcher du véhicule. Alors au début, les jeunes adolescents pensent que c'est une blague. Mais lorsque l'ombre s'approche de la vitre du conducteur, elle sort un pistolet et braque les adolescents. Les adolescents se mettent à pleurer, épargnez-nous, ils commencent à avoir peur et l'homme leur dit concrètement, je ne vais pas vous tuer. Donnez-moi vos montres et déshabillez-vous. Il prend les 4 adolescents et les met à l'arrière du véhicule. Les adolescents sont déshabillés. Ils ont peur, ils crient, ils hurlent, ils pleurent. L'homme qui est venu de nulle part attache leurs mains avec du ruban adhésif, leur en met sur la bouche et les aveugle totalement. Il prend une adolescente de 15 ans, la place devant et commet l'irréparable, abuse d'elle alors que les 3 autres sont en train de frissonner derrière. Ces 4 adolescents qui pensaient passer la meilleure soirée de leur vie, cette soirée les marquera mais pas pour les bonnes raisons. Une fois que l'homme a fini d'abuser de la petite de 15 ans, il fait sortir les 4 adolescents de la voiture et les fait marcher dans les bois. Dans les bois, il fait froid, pas un bruit, il marche en silence, implore le pardon, et là le psychopathe se met à rigoler. « Je pense que ce soir je vais vous tuer », leur dit-il. Ils hurlent encore plus, il les fait allonger sur le sol, ils pensent que leur heure est venue, mais plus aucun bruit. Cet homme-là a fait demi-tour. Il est monté dans leur voiture et il s'est sauvé. Il a roulé 5 km et il est arrivé à un feu rouge, dans un boulevard qu'on appelle El Segundo. Dans ce boulevard, il s'est dit, bon, allez, il est 4 h du matin, un feu rouge. Il a grillé le feu rouge. Sauf que la vie est bien faite. Une voiture de police était cachée sur le côté. Les policiers mettent les gyrophares et partent à la poursuite de cet homme qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça que le métier de policier est un métier dangereux, puisqu'on ne sait jamais sur qui on va tomber lorsque l'on arrête un véhicule. Et ces 2 policiers, malheureusement, vont en faire les frais. On arrête cet homme, la Ford de 1949, conduite par ce psychopathe, s'arrête sur le côté. Les 2 policiers à bord de ce véhicule sont Richard Phillips, 28 ans, et Milton Curtis, rookie, 25 ans. Richard Phillips va directement aller rédiger le ticket, du moins l'amende, pour cet homme, et il ne se doute pas à aucun moment que la voiture est volée. Mais Milton Curtis, avec sa lampe, en regardant à l'arrière de la banquette, remarque des habits d'adolescents, une robe et des pantalons. Il s'inquiète et décide d'aller prévenir des renforts à la radio. Sauf que l'homme est courtois, l'homme parle gentiment, et donc Richard Phillips à aucun moment ne se pose de questions. Il y a même d'ailleurs une voiture de police qui vient en renfort et qui passe à ce moment-là, et qui demande si tout va bien. On lui dit que oui, et ce policier s'en va. Puisque tout va bien, Milton Curtis, le 2e policier de 25 ans, se dit que c'est peut-être les habits de ses enfants, et donc il ne prévient pas ses collègues. Il ne prend pas la peine d'appeler la radio ni d'appeler les renforts. Il ne sait pas à qui il a affaire. Quand Richard Phillips, le 2e policier de 28 ans, a fini de rédiger l'amende, il décide de retourner dans son véhicule et Milton Curtis, son collègue, est déjà côté passager en train de l'attendre. Sauf que dans la nuit noire, 3 flashs apparaissent avec un bruit assourdissant. C'est le pilote, le psychopathe, celui qui a abusé des enfants et les a volés, qui les a traînés dans les bois, qui vient de tirer 3 coups de feu sur Richard Phillips. Richard Phillips s'écroule, il est blessé. Milton Curtis, qui est côté passager, quand il voit son collègue s'écrouler par terre, il essaye de s'enfuir. Sauf que le conducteur, malheureusement, le psychopathe est plus rapide et il tire aussi 3 coups sur son collègue, le tuant directement. Il vient de tuer 2 policiers. Il prend la fuite. Sauf que Richard Phillips, dans un dernier sursaut d'adrénaline, va tirer 3 balles. 3 balles qui vont faire exploser la vitre arrière du véhicule. Sauf que c'est trop tard. Cet homme vient de partir. En même temps, les enfants n'entendent plus de bruit dans cette forêt. Ils sont toujours allongés et entendent leur véhicule partir. Ils reconnaissent même le bruit du moteur. Ils décident de se lever et ils courent vers le champ de pétrole. Et la chance leur sourit, ils croisent un gardien qui va les aider en appelant la police. Ils racontent leur histoire et très vite on fait le lien entre ces adolescents-là et le meurtre de ces 2 malheureux policiers qui laissent des veuves et des orphelins. Là va commencer à Los Angeles l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire. On ne tue pas des policiers impunément. Beaucoup de policiers vont commencer à enquêter. On va
fouillé de fond en comble la scène du crime. Malheureusement, le tueur n'a laissé aucune preuve. On amène les adolescents et un artiste pour établir le portrait robot de cet homme. Cet homme doit être facilement reconnaissable. 1,80 m pour 90 kg et la coupe d'Elvis Presley qui est alors à la mode. On a maintenant un portrait. Sauf que ce portrait, il va être utilisé, mais il ne va rien donner. Nous n'avons donc aucun témoin, aucune preuve, et nous sommes dans les années 60, là où malheureusement les affaires et les enquêtes ne sont pas comme aujourd'hui. L'enquête patauge malgré la volonté, la détermination des policiers qui enquêtent même pendant leurs vacances, qui prennent des vacances pour enquêter, pour retrouver des preuves, des indices, qui vont chercher à des kilomètres et des kilomètres potentiellement la voiture qui n'a pas été retrouvée. On engage même des détectives qui vont essayer par tous les moyens, ne serait-ce que trouver le début d'une piste. Rien n'y fait. L'histoire se refroidit de jour en jour. Et malheureusement, la volonté et la détermination des enquêteurs faiblit à mesure qu'on se rend compte que l'histoire patauge. Quelques années plus tard, en 1960, un couple va marcher sur leur terrain. C'est leur terrain à eux qui est à 1 km de la scène de crime du boulevard Segundo, là où les deux policiers sont morts. Et ils vont tomber sur une montre et un revolver de calibre 22, le même qui a été utilisé lors de l'assassinat de ces deux policiers. Sauf que l'homme qui a trouvé l'arme ne fait pas du tout le rapprochement avec l'enquête et il prend l'arme et il la pose sur une étagère chez lui en décoration. La montre est jetée à la poubelle. Quelques années plus tard, leur fils, il trouve le cylindre de l'arme. Et là, un déclic s'opère dans sa tête. C'est l'arme qui a certainement tué les deux policiers. Et le tueur a dû s'en débarrasser en jetant d'un côté l'arme et d'un autre côté le cylindre. Et il trouve même à quelques pas, à une centaine de mètres de chez lui, la voiture abandonnée. On fait l'analyse de la voiture, on essaie de trouver des empreintes, du sang, de la semence. Et on cherche et on va trouver 3 empreintes de doigts. Malheureusement qui ne sont pas complètes et les moyens de l'époque ne permettent pas de trouver une correspondance d'empreintes avec une empreinte partielle. Il faut une empreinte complète. Mais on va quand même les stocker dans une base de données. L'affaire Segundo, comme on l'appelle, n'est pas terminée. Il y a une lueur d'espoir avec le fait d'avoir trouvé le véhicule et d'avoir trouvé l'arme. Très vite, on prend l'arme, on fait une analyse balistique et on se rend compte que c'est l'arme qui a tué les deux policiers. On prend le numéro de série et on se rend compte qu'elle a été achetée à 2500 km de là. 2 détectives sont envoyés en Caroline du Sud pour aller interroger l'armurier. L'armurier se rappelle d'un homme assez grand, 1,80 m, imposant, qui a acheté l'arme avec une coupe d'Elvis Presley, mais qui était anxieux et pressé de partir. On a un nouvel indice. L'homme, une fois qu'il a acheté l'arme, a signé G.D. Wilson. Sauf que malheureusement, cette arme achetée à 30 $ ne va rien donner. On a juste une signature et l'affaire va encore une fois se refroidir. Les enquêteurs sont vraiment tristes. Ils veulent trouver qui a tué leur collègue. Ils ne veulent pas laisser cet homme impuni dans la nature, cet homme qui peut tuer, encore une fois, d'autres policiers. Même si l'affaire a été mise en pause, les techniques d'identification par empreinte et ADN ont extrêmement bien évolué ces derniers temps. Et il aura fallu plus de 42 ans pour résoudre ce mystère et trouver l'assassin. En 2002, dans un laboratoire, 2 enquêteurs sont chargés de reprendre ces affaires qu'on appelle les cold cases, les cas froids, les cas qui n'avancent plus, les cas dont on n'a plus aucun espoir, et de réutiliser les moyens modernes pour résoudre ces affaires. Et ils vont reprendre ces empreintes qu'on avait trouvées dans le véhicule, ces empreintes incomplètes, et on va les utiliser grâce à une technique ultra moderne, une technique qui permet d'analyser les empreintes et de les comparer avec une base de données de 40 millions d'Américains. Lorsque l'enquêteur clique, il n'en croit pas ses yeux. L'empreinte partielle match avec une empreinte de la base de données. Et au début, quand les autres enquêteurs, ceux qui enquêtent depuis des années, sont convoqués, ils n'y croient pas. Ils pensent que c'est une plaisanterie. Et ils demandent plusieurs fois de relancer l'algorithme pour savoir si c'est vraiment, il y a eu vraiment match. Et il y a effectivement match. En 1956, 1 an avant l'assassinat des 2 policiers et de l'abus de cette jeune fille et du vol de leurs affaires, etc., il y a eu un homme qui a été arrêté pour braquage. Cet homme s'appelle George Daniel Wilson. Sauf que trouver une empreinte dans une base de données n'est pas suffisant. Surtout que George Daniel Wilson, c'est quelqu'un de très respecté et c'est un homme d'affaires qui a extrêmement bien réussi. Un pilier de sa communauté. On ne peut pas aller chez lui, l'arrêter sous, malheureusement, juste une empreinte. Le fait de se tromper remettrait en cause la capacité de la police et pire encore, on accuserait la police d'arrêter n'importe qui et surtout des innocents. Il faut plus de preuves que cela. On va enquêter sur la vie de ce monsieur Wilson sans jamais le prévenir. Et on va aller dans son passé. On va commencer à essayer de gratter. En 1956, George D. Wilson, il n'avait pas beaucoup d'argent et il vivait dans ce qu'on appelait les YMCA.
YMCA, avant d'être une musique de Village People, c'est un foyer d'entraide chrétienne où les plus pauvres et les plus démunis peuvent y vivre. Et on essaie de voir si en 1956, George D. Wilson aurait pu potentiellement aller vivre dans un YMCA, dans un foyer d'entraide chrétienne, proche d'une armurerie, notamment celle où l'arme a été achetée. Et là, ça match. George D. Wilson a bien signé dans les registres du YMCA à une rue de l'armurerie sa présence. On va dans les registres du YMCA, ils sont encore tout neufs 40 ans plus tard. Et on récupère la signature de George Daniel Wilson. On va aussi à l'armurerie et on récupère sa signature. Maintenant, on sait que M. Wilson a vécu proche de l'armurerie où l'arme a été achetée. Mais il faut aussi essayer de comprendre comment cet homme-là a pu se retrouver à 2500 km et tuer des policiers. Puisque je vous rappelle qu'il y a 2500 km entre l'armurerie et la scène du crime. Et c'est encore dans le passé de M. Wilson que les policiers vont trouver des réponses. Il était en Californie à ce moment-là pour sa mère qui avait des affaires urgentes à régler. Tout match. On ramène un expert qui va analyser la signature de Wilson. Et les policiers vont être encore plus malins puisqu'ils vont récupérer une signature moderne, une signature contemporaine de George Daniel Wilson. Une signature qu'il a réalisée dans le cadre de son business. On a donc 3 signatures de cet homme. La signature à l'armurerie, la signature au YMCA et la signature moderne d'un de ses business. On ramène un expert en signature et il confirme que c'est la même écriture par la même personne. Le 29 juin 2003, presque 50 ans après le meurtre de ces policiers, on sonne à la porte de George D. Wilson. C'est un homme chauve de 69 ans qui ouvre la porte. Il voit cette cohorte de policiers qui a tout sourire, il rougit, il comprend pourquoi ils sont là. Il est arrêté et emmené au commissariat local. On lui enlève son t-shirt et un dernier mystère est résolu. Le policier de 28 ans qui était en train de s'écrouler et qui avait pris 3 balles dans le dos lui avait laissé une empreinte indélébile. Une empreinte qui lui restera toute sa vie. Il avait tiré 3 balles. 2 balles avaient été trouvées. On trouvera l'empreinte de la 3e balle sur son épaule droite. George D. Wilson sera marqué à tout jamais du policier qu'il a été tué. Wilson sera extradé à Los Angeles et sera jugé pour le meurtre des 2 policiers. Il ne sera pas jugé pour l'abus et le vol de ces adolescents puisqu'ils sont passés à autre chose. Ça fait 50 ans, ils ne veulent pas revivre cette histoire qui les a tant marqués. Au tribunal, Wilson se mettra à pleurer. Il demandera pardon aux enfants de ce policier qui les avait tués. Il demandera pardon. Il plaidera qu'il était alcoolisé, qu'il était infiniment désolé. Mais pour les enfants des policiers, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas puisque lorsqu'il n'était pas pris, il n'était pas désolé. Il aura pour sa peine 2 vies à perpétuité, lui qui lui restait certainement à peine 30 ans à vivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donnez-moi votre avis sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était ma première vidéo sur cette chaîne, il y en aura plein d'autres. J'ai des histoires hyper croustillantes à vous faire, des histoires encore plus complexes, encore plus sombres encore. À bientôt pour d'autres vidéos.